Pour répondre à cette première, d'abord, il n'y a pas d'incohérence, puisque rappelez-vous, quand j'ai quitté Marine Le Pen, je l'ai quitté sur fond de désaccord sur la ligne politique. On en avait parlé, si j'étais d'accord avec Marine Le Pen, j'y serais resté. On est d'accord. Bon, voilà, donc il n'y a pas d'incohérence. J'ai quitté Marine Le Pen pour une divergence politique, divergence que je n'ai pas avec Éric Zemmour. Voilà pourquoi je l'ai rejoint un an et demi plus tard. Pourquoi aujourd'hui ne pas appeler clairement à voter pas pour Emmanuel Macron, comme je voulais dire, de voter en souffrance pour Emmanuel Macron pour éviter que Marine Le Pen ne passe. Ça, je ne comprends pas très bien. Non, parce que je pense que je suis quand même beaucoup plus proche du paradigme défendu par Marine Le Pen que par celui défendu par Emmanuel Macron. Excusez-moi, moi je ne suis pas pour la fin de la France, je ne suis pas pour traiter les Français avec mépris et arrogance comme il l'a fait. Je veux un président qui gouverne la France en étant français. Je ne veux pas un président qui gouverne l'Afrique, qui gouverne l'Europe, qui gouverne le monde et qui n'en a rien à battre des Français. Voilà, et une présidente qui est tenue par Poutine, ça vous dit rien. Mais attendez, d'abord la présidente... Une présidente qui est sous influence russe, vous le savez très bien. Arrêtez avec ça, d'abord... Mais elle est complètement... Totalement. Attendez, d'abord, la présidence française ne sera pas tenue par Poutine. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les 5 ans de Macron, eux, ils ont été tenus par les Américains. Parce que quand Emmanuel Macron a été young leader, quand il a laissé les cabinets américains comme McKinsey et comme Pfizer. Non, je dis que quand vous savez, c'est le proverbe africain, quand on monte au cocotier, on a intérêt à avoir les fesses propres. Voilà, exactement. Donc quand Emmanuel Macron... Marine Le Pen n'a pas de cocotier, elle a à peine un petit bonsaï, vous savez très bien. Oui, mais justement, mais là le cocotier, en l'occurrence, on peut bien voir son derrière. Alors messieurs, on va maintenant s'arrêter, si vous voulez bien, sur... Monsieur Tapiro, vous parliez, je crois, d'incohérence tout à l'heure. Vous avez entendu ce qu'a dit Emmanuel Macron? Mais on va y revenir. Sur l'antisionisme qui est à l'antisémitisme. Je vais y revenir. Et 3 semaines après, ou 3 mois après, il prend une résolution, enfin en tout cas, il convoque à l'ONU contre Israël. Oui. Ça vous dit rien. Mais il faut comprendre. Attendez, je vais vous répondre. Oui, je vais vous répondre. Laissez-moi d'abord terminer, ensuite vous répondrez. Ce que je veux dire ce soir à tous les citoyens, quel que soit leur pays juif qui nous regarde, c'est qu'aujourd'hui, en France, la résurgence de l'antisémitisme, elle ne le doit ni à l'extrême droite, ni au fascisme, ni au nazisme. La résurgence de l'antisémitisme en Occident de manière générale et en France de manière particulière est due à certaines immigrations arabo-afro-musulmanes. C'est l'islam radical qui gangrène chaque jour un peu plus notre pays, qui menace les juifs en France et ailleurs. D'accord. Aujourd'hui, c'est ce que dit aucun des deux candidats. Je termine. Qui aujourd'hui, donc en fait, si vous voulez lutter contre l'antisémitisme de manière claire, il faut lutter contre l'islam radical. Qui lutte contre l'islam radical aujourd'hui, contre l'islamisation de la France aujourd'hui? C'est pas Emmanuel Macron qui a laissé venir 2 millions d'étrangers, dont 90% sont des originaires musulmans. C'est pas Marine Le Pen qui n'en a pas parlé pendant toute la campagne. Éric Zemmour, à la limite, au moins a été clair depuis le démarrage, mais Marine Le Pen a tout fait pour être dans le grand remplacement d'elle-même. Elle s'est remplacée avec une nouvelle Marine Le Pen, toute souriante, qui est pour l'euro, pour l'Europe, qui parle plus d'immigration, qui fait des bisous, qui est en colloque. Mais attendez, on a l'ersatz de Marine Le Pen. Justement, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, la forme a réussi à la faire passer au second tour. Les Français, maintenant, c'est pour ça que ça se craquelle. D'abord, connaissent ce personnage, savent qu'elle est entourée d'ignobles personnages. D'ignobles personnages néo-nazis et antisémites. Je n'ai jamais traité Marine Le Pen de raciste une seule fois. Je vous dis que la victoire d'Emmanuel Macron est terrible. La victoire d'Emmanuel Macron n'est ni une bonne nouvelle pour vous, ni une bonne nouvelle pour les Juifs de France. C'est tout ce que je peux vous dire. Neutralité de Pierre Herrove. Je m'y attendais pas du tout. Mais pourquoi pas? Au moins, comme ça, on a tous les points de vue. Très rapidement, Jean Messia, parce que Stéphane Goldin trépigne d'impatience pour qu'on parle des rapports Je suis frappé par les éléments de langage du représentant du gouvernement israélien sur ce plateau. On a l'impression que c'est le clone du porte-parole du gouvernement français qui vient réciter des éléments de langage tout fait sur ce théâtre grotesque de l'antifascisme. Mais c'est pas aucun des deux. Bien, attendez, nous avons connu en France des actes antisémites épouvantables depuis maintenant une trentaine d'années. Qui en sont les responsables à chaque fois? Cette immigration que par ailleurs les progressistes, dont l'avatar est Emmanuel Macron, appellent de ses voeux et encouragent et dont il encourage la venue en France. Donc il faut être aveugle. Alors je veux bien que vous pratiquiez une cécité militante. Emmanuel Macron appelle de ses voeux une immigration de plus en plus massive, puisqu'il a fait rentrer 2 millions d'étrangers durant les 5 ans. C'est pas le terrorisme qu'il appelle de ses voeux, dont une grande partie, effectivement, est issue d'un monde qui lui-même est antisémite. Donc moi je veux bien, si vous voulez, qu'on reste dans l'idéologie et qu'on reste dans des phrases
phrases et des envolées progressistes, mais à un moment, il faut quand même considérer la réalité. L'antisémitisme en France vient de certaines immigrations que les progressistes appellent de leur vœu, au premier rang desquels Emmanuel Macron. Donc si Emmanuel Macron gagne, ça va continuer. C'est vrai que derrière tout ça, il y a aussi un système électoral en France, qu'ils sont toujours en élection récurrente, et du coup, le problème, c'est qu'ils ont besoin, comme le disait tout à l'heure Pierre, des 58 ou 68% des voix musulmanes pour se faire réélire, et là on est face à une comme ça il sera d'accord avec Jean. Voilà, comme ça vous êtes d'accord avec Jean Messia. Voilà, Monsieur Goldin, vous voyez, quand vous laissez tomber un peu vos œillères, vous voyez la réalité telle qu'elle est et non pas telle que le prisme idéologique ambiant vous la laisse paraître. Quant à l'histoire des partis, effectivement, les plus grands collaborateurs étaient de gauche. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il y a une espèce de hiérarchie victimaire qui s'est bâtie après la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, au début, dans les premières décennies, eu égard au traumatisme absolument phénoménal de la Shoah, pendant très longtemps, effectivement, tout ce qui touchait de près ou de loin les Juifs était considéré comme très sensible. Et donc, c'est ce qui explique qu'effectivement, jusqu'au tournant des années 80, et même dans les années 80, effectivement, l'antisémitisme était quelque chose d'extrêmement sensible. La moindre chose qui touchait Israël ou qui touchait les Juifs en France ou ailleurs, d'ailleurs, était extrêmement sensible. Et puis, à partir des années 90-2000, il y a eu comme une rétrogradation victimaire des Juifs. Déjà, dans cette échelle des victimes, les chrétiens n'y ont jamais été, et les juifs ont rétrogradé. Et maintenant, vous ne pouvez être victime que si vous êtes en gros pauvre, musulman et noir. Voilà. Et ça, vous êtes en haut de la hiérarchie des victimes. Et donc, par rapport à cette hiérarchie victimaire, vous avez tout un système gaucho-progressiste, que moi je requalifie de gaucho-régressiste, qui a des réactions à géométrie variable. Par exemple, regardez la guerre, en tout cas ce qui se passe en Suède. Depuis plusieurs jours, vous avez des racailles qui harcèlent les forces de l'ordre, qui détruisent tout, pas un mot dans les médias français. Raison pour pas stigmatiser ni attiser la haine. Imaginez la même chose. D'accord, Jean, mais là on a des images très claires. On a un mois d'attentats qui ont lieu en Israël, pas un mot. Parce que c'est exactement la même grille. Et l'ONU se réunit sur Jérusalem. C'est la même grille de lecture, c'est parce qu'effectivement, on considère que Israël, en quelque sorte, n'est plus sur l'échelle des victimes. On traite tout ce qui concerne les Palestiniens, les musulmans localement, en gros, quand vous dites, pardonnez-moi, c'est la France qui a appelé à ce rendez-vous de l'ONU. Exactement, mais attendez. Pourquoi la France ? Mais parce que c'est aussi un effet du remplacement de population en France. C'est-à-dire que vous avez effectivement un changement de peuple à l'œuvre. Alors on nous dit le grand remplacement n'existe pas, c'est un fantasme. En attendant, on ne peut pas être élu si on n'a pas ses voix. Donc vous dites que c'est une raison électoraliste. C'est une raison. Attendez, quand vous avez à la raison. Mais attendez, juste pour terminer, vous avez vu que Jean-Luc Mélenchon quand même est le troisième homme de cette élection parce que 70% des musulmans ont voté pour lui. Donc on ne peut pas dire le grand remplacement n'existe pas, c'est un fantasme. Ne dites pas que la France a lancé cet appel à l'ONU pour plaire à l'électorat de Mélenchon. Mais bien sûr que si. Parce que la France a saisi l'ONU parce qu'Israël était victime? Non, jamais. Certes, jamais. Voilà. Jamais. Mais est-ce que ça a un lien avec cet électorat? C'est un lien avec. Parce que je pense que à la veille de l'élection présidentielle, pardonnez-moi, on va en reparler tout à l'heure. On est quand même en campagne présidentielle. Donc s'il y a bien un signal à envoyer, c'est au cours de cette période. Sinon, ça n'a pas de sens. J'espère réellement que. Quel est le signal en porte-parole de sa campagne aujourd'hui, de retour dans votre institut Apollon? Pour qui allez-vous voter dimanche? D'abord, le vote est secret. Mais ce que je puis vous dire, c'est que pas une voix ne doit aller à Emmanuel Macron. Ça, c'est évident. La nouveauté, je pense, de ce plus généralement, parce que mon cas personnel n'intéresse pas grand monde. Mais c'est vrai que vous dites l'inverse de ce que l'on entend. Pas une voix doit aller à Marine Le Pen. Ce soir, vous me dites, pas une voix ne doit aller à Emmanuel Macron. De toute façon, moi, j'ai jamais été dans le camp d'Emmanuel Macron, donc ça ne surprendra personne que je n'appelle pas à voter pour lui, et bien au contraire que je le combatte. C'était le but du premier tour de la campagne présidentielle, et même de mes combats antérieurs pour ceux qui m'ont suivi. La deuxième chose, c'est que la nouveauté, si vous voulez, de ce deuxième tour, et en tout cas de ce débat, c'est que pour la première fois, peut-être dans l'histoire de la Ve République, ce n'est pas, je dirais, un débat projet contre projet, ça va être un débat rejet contre rejet. Parce qu'en fait, en 2017, peut-être qu'effectivement Marine Le Pen avait fait l'objet d'un rejet historique, je dirais, amplifié parce qu'elle est arrivée au deuxième tour, quoique moins violent que celui qu'avait pu connaître son père en 2002, mais Emmanuel Macron incarnait un espoir. Il incarnait la nouveauté, il nous avait été présenté comme le nouveau monde. Là, Emmanuel Macron a un bilan, et surtout un bilan social, mais pas que, un bilan économique,
un bilan sécuritaire et même un bilan écologique. Et c'est négatif dans tous les plans, dans tous les points de ce bilan. Et en face, évidemment, Marine Le Pen continue aussi à faire l'objet du rejet classique, d'autant plus amplifié que là, elle ne va pas perdre à 33% comme en 2017. Elle va probablement faire un score beaucoup plus élevé. Et donc, ça effraie beaucoup plus ses adversaires traditionnels. Et donc, véritablement, pour la première fois, nous avons un deuxième tour rejet contre rejet et non pas projet contre projet, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Pour annuler votre propos, enfin, les dirigeants de Gaza ne sont ni des chefs économistes de banque centrale, ni des traders à la bourse de Wall Street. Donc c'est quand même des gens qui ont un agenda politique et qui ont tout intérêt à encourager tout ce qui nuit à Israël. Donc quant aux ouvriers qui passent en Israël, excusez-moi, Israël, c'est pas Disneyland. Hein. Je pense que les ouvriers qui passent en Israël, ils sont screenés, ils sont vérifiés, enfin leur statut est vérifié par les autorités israéliennes avant de leur donner l'accès. Mais plus globalement, qui a intérêt à ce que ça dégénère ? C'est les Palestiniens. Rappelez-vous que depuis les accords d'Abraham, les Palestiniens, en fait, ils ont plus le soutien ni d'une certaine communauté internationale, ni encore moins des pays du Golfe qui ont signé la paix avec Israël. Donc leur seul moyen d'expression, en quelque sorte, c'est effectivement d'embraser la situation, de provoquer le chaos, puisqu'en fait, c'est pour eux un peu le recours de la dernière chance. Et ils savent pouvoir compter là-dessus, sur tous les médias gauchos régressistes qui existent à travers la planète, notamment en Occident, pour relayer les images et relayer leurs causes. S'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de relais médiatique. S'il n'y a pas de relais médiatique, il n'y a pas de réunion internationale. C'est que c'est